Elle n'a pas remarqué que j'avais arrêté de parler avant que le lave-vaisselle ne bipe. J'étais debout dans la cuisine, les mains toujours sur l'évier, sans cligner des yeux. Elle était assise derrière moi, faisant tourner le fond de son verre de vin, sa voix aiguisée par le chardonnay bon marché et quelque chose de bien plus laid. « Mon Dieu, tu boudes vraiment. » Elle a ri. « Qu'est-ce que c'est cette fois, hein? Je n'ai pas complimenté ton petit tableur. J'ai oublié les détails passionnants de ta réunion trimestrielle du conseil d'administration. Pauvre bébé. » J'ai empilé la dernière assiette en silence. Mes doigts ont tremblé une seconde à peine lorsque l'assiette a rejoint les autres. Pas de rage. Plus maintenant. Cette émotion était venue et repartie comme un coup de froid en mars. Vive, malvenue, mais brève. Ce qui restait maintenant était quelque chose de plus froid, de plus fin, comme la buée sur une vitre qui s'évanouit aussitôt. Elle ne le savait pas, mais ce moment. Le cliquetis de l'assiette, le languissement de sa voix de la moquerie au dédain, était la dernière chose qu'elle verrait jamais de l'homme qu'elle avait connu. « Tu t'entends seulement » ajouta-t-elle, sans attendre de réponse. « Tu deviens tout bizarre et maussade pendant des semaines et ensuite tu t'attends à ce que je décode ça comme un poème tragique. Grandis un peu, James. » Sérieusement. Je ne me suis pas retourné. J'ai simplement essuyé le comptoir en granit avec des mouvements lents et délibérés. Je l'ai essuyé 2 fois, puis une 3e fois. Non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que je voulais que mes mains fassent quelque chose pendant que mon esprit finissait ce qu'il avait déjà décidé. Je suis passé devant elle sans la regarder. À l'étage, lumières éteintes. Je me suis allongé dans le lit, bien éveillé, fixant le plafond. Je pouvais l'entendre se verser plus de vin. J'entendais la télé s'allumer. Une rediffusion de sitcom remplissant la pièce de rire en boîte et du cliquetis de son verre heurtant la table d'appoint. À un moment donné, je l'ai entendu ronfler. À 3 heures du matin, j'étais parti. Pas de valise, pas de mots. J'ai pris l'argent liquide d'urgence caché dans le coffre à outils du garage. $2000 que j'avais mis de côté au cas où. Ma carte d'identité laissée dans le tiroir. Les cartes de crédit, cassées en 2, tirées dans la chasse d'eau. La seule chose que j'ai emportée avec moi était une photo plastifiée de la quincaillerie de mon grand-père. Vers 1956. À l'époque où les hommes construisaient leur vie de leurs propres mains, pas avec des présentations PowerPoint. Au lever du soleil, ma voiture était garée dans un parking longue durée d'une autre ville. Je ne l'ai pas prise pour disparaître. Je l'ai laissée comme un appât. Elle la trouverait. Elle penserait que cela signifiait que j'étais perdu, brisé, que j'errais dans le monde, déséquilibré. Parfait. Qu'elle pense ce qu'elle voulait. C'était sa spécialité de toute façon. Écrire l'histoire, se donner le rôle principal, et nous autres, les seconds rôles de clown. Je suis monté dans un train sous un nom que je n'avais pas utilisé depuis 15 ans. Puis un bus, puis un autre train. Chaque correspondance coupant un peu plus le cordon. Je n'ai pas dormi, je n'ai pas mangé jusqu'au 2e jour. Non pas par émotion, mais parce que je ne voulais pas gaspiller même ce moment pour quelque chose d'aussi indulgent qu'un sandwich. Quelque part le long de la frontière du Tennessee, dans une gare miteuse remplie de camionneurs et de décrocheurs, j'ai acheté un téléphone à clapet prépayé, une adresse email jetable et un carnet. Une page pour chaque partie de mon ancienne vie que je supprimais. Une ligne à la fois, mariage, carrière, nom, compte bancaire, numéro de sécurité sociale, mon visage. Les hommes ne crient pas quand ils craquent. On s'évapore. Et avant de continuer, je dois dire ceci aux 97% d'entre vous qui n'ont pas encore cliqué sur le bouton d'abonnement. Oui, je vois les chiffres. On le remarque. C'est le soutien discret qui permet à des histoires comme celle-ci de continuer. C'est ce qui motive l'équipe en coulisses. Alors, si vous êtes toujours là et que vous écoutez encore, cliquez sur s'abonner. Ça aide plus que vous ne l'imaginez. Revenons à elle. Anna a réalisé que quelque chose n'allait pas qu'en fin d'après-midi. Elle a supposé que j'étais parti faire un tour. Peut-être en train de ruminer sur le parking d'un Denny's ou sur la jetée. Mais quand le soleil a commencé à se coucher et que la maison était toujours silencieuse, elle m'a envoyé un texto. Puis un autre, sans réponse. À minuit, elle a vérifié l'aller. À 1 heure du matin, elle a appelé mon téléphone, qui est tombé directement sur ma messagerie vocale. Au lever du soleil, elle a commencé à appeler des amis, mais aucun n'avait eu de mes nouvelles, car je n'avais prévenu personne.
c'est le principe quand on devient un fantôme. On n'annonce pas sa hantise. 3 jours plus tard, elle est finalement allée à l'aéroport où ma voiture a été retrouvée. Vide, propre, comme si elle venait de sortir du concessionnaire. Elle s'attendait à une lettre de suicide. Il n'y en avait pas. Elle s'attendait à un message de colère, amer. Peut-être un email horodaté à 3h01 avec un « J'espère que tu es heureuse maintenant ». Elle n'a eu que le silence, et c'est ce qui l'a atteinte. Pas le départ, mais le calme. Le silence a un poids, il appuie sur la poitrine. On peut crier par-dessus le bruit, mais le silence, c'est là qu'on commence à se disputer avec sa propre culpabilité. Elle en avait beaucoup. Et je savais qu'elle essayait de la noyer dans l'auto-importance. Il fait son dramatique. Il reviendra quand il se sera calmé. Les hommes reviennent toujours en rampant. Mais je ne rampais pas. J'effaçais. Et la première chose que j'ai nettoyée, c'est elle. Le téléphone reposait dans sa paume. Sans vie. Elle a tout essayé, le charger à fond, le réinitialiser, appeler depuis une douzaine de numéros. Rien. Il n'était pas éteint. Il était effacé. Pas de SIM, pas d'empreinte digitale, juste un cri silencieux qui contenait autrefois toute sa vie. 2 semaines plus tard, elle a finalement cessé de faire les 100 pas dans les couloirs la nuit. Non pas parce qu'elle était calme, mais parce que ses jambes étaient percluses de crampes à cause de l'épuisement. Elle s'est assise à la table de la salle à manger avec une boîte de plats à emporter à moitié mangée et a fixé l'enveloppe arrivée ce matin-là. Courrier recommandé, écriture soignée, pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une déclaration notariée renonçant à la procuration, un transfert complet du titre de propriété du véhicule, du titre de propriété de la maison et des autorisations bancaires. Tout à son nom, tout légal, signé, daté, sans mots, sans explication, juste une logistique froide et chirurgicale. Au début, elle a cru à un bluff, à une punition mélodramatique pour son sarcasme, pour la façon dont elle avait ri cette nuit-là. Mais James n'était pas dramatique. Il était ennuyeux, prévisible. Il aimait la routine comme une religion. Le même déjeuner tous les jours. Chemise repassée, podcast financier. Les hommes comme ça ne craquent pas comme ça. Mais il l'avait fait, et le plus étrange, c'est qu'il l'avait fait proprement. Pas de miettes de pain, pas de signes, pas de crise de colère numérique, pas d'appel aux amis, pas d'argent déplacé. Pas d'achat suspect. Sa dernière transaction était à une station-service à 2 villes de là. Exactement 72 minutes avant que sa voiture ne soit retrouvée abandonnée dans le parking de l'aéroport. C'était la dernière trace vérifiée de lui. Quand elle a appelé son employeur, on lui a dit qu'il avait officiellement démissionné par l'intermédiaire d'un avocat. Discrètement, sans histoire, avec effet immédiat. Ils étaient tristes de le voir partir, a dit son manager avec une confusion polie. Mais bien sûr, nous respectons sa décision. Son email supprimé, son ordinateur portable de travail effacé, puis le vrai silence a commencé. Le courrier s'est accumulé sur le pas de la porte. Une pile de coupons, de catalogues d'abonnements et une enveloppe non ouverte de l'IRS. Elle l'a laissé là pendant 3 jours avant de finalement se pencher et de la fourrer dans un tiroir. Hors de vue. Les voisins ont commencé à poser des questions polies. James va bien? Est-ce qu'il est allé voir sa famille? Elle a souri trop vite. Oh, oui. Il est juste déconnecté pendant un moment. L'un d'eux a haussé un sourcil. James déconnecté? Ce n'est pas vraiment son style. Exactement. Elle a commencé à vérifier les enregistrements de la caméra de sécurité de la porte d'entrée, s'est vu lui dire au revoir de la main alors qu'elle montait dans son VTC cette nuit-là. Il n'avait pas répondu à son salut. Elle a rembobiné. A regardé à nouveau. Toujours rien. Juste lui, debout là, les bras le long du corps, la lumière du Porsche le faisant paraître plus vieux qu'il ne l'était. Elle a commencé à appeler les hôpitaux sous différents noms. Puis les refuges, les prisons, même les morgues. Ils disaient tous la même chose. Personne de ce nom. Personne ne correspondant à cette description. Son malaise s'est transformé en quelque chose d'acide, comme du vieux vin laissé ouvert sur le comptoir. Familier au début, mais pourrissant rapidement. Elle a vérifié son score de crédit. À plat. Pas de nouvelles consultations, pas de demande, pas d'achat. Le compte qu'il avait pour les services publics avait été fermé.
Le forfait familial Spotify l'a expulsé sans avertissement. La banque a confirmé. Toutes les cartes volontairement annulées. Son nom devenait vide. Finalement, elle a appelé la police. L'officier au bout du fil n'avait pas l'air inquiet. Ça fait combien de temps qu'il est parti? Presque un mois, dit-elle, la voix se brisant pour la première fois. A-t-il laissé une note? Non. Y a-t-il eu une dispute? Non, enfin, pas plus que d'habitude. Une raison de croire qu'il s'est fait du mal? Je ne pense pas, a-t-il l'habitude de disparaître? Non, jamais. L'officier a soupiré. Écoutez, madame, il n'est pas rare que quelqu'un prenne une pause, surtout s'il n'y a aucun signe d'acte criminel. C'est un adulte. Il a tout laissé légalement à votre nom. On dirait qu'il voulait de l'espace. De l'espace, lança-t-elle. Ce n'est pas de l'espace. C'est une disparition. Pas si c'était intentionnel, dit-il. Cette phrase lui est restée. Pas si c'était intentionnel. Intentionnel. Ce mot se répétait dans son crâne comme un battement de tambour, car tout dans son départ était intentionnel. Les transferts légaux, la technologie effacée, pas de chaos, pas de traces. Un homme ne se donne pas autant de mal à moins de vouloir une chose, ne jamais être retrouvé. Et ce qui l'a dérangé le plus? Personne ne semblait alarmé. Ni son travail, ni la police, ni même son lointain cousin de l'Idaho, qui a répondu à son email par un « Eh bien, peut-être qu'il est mieux là où il est ». Comme s'ils savaient tous quelque chose qu'elle ignorait. Comme si elle était la dernière à réaliser. Sa disparition n'était pas accidentelle. Elle était planifiée. Elle ne pleurait pas une perte. Elle était en train d'être effacée de l'histoire d'un homme dont elle avait autrefois été la vedette. Et ce n'était que le début. À la 6e semaine, sa voix était rauque à force de laisser des messages à des étrangers qui ne savaient pas ou ne se souciaient pas de qui était James. Elle avait appelé les refuges locaux si souvent que la réceptionniste d'un foyer de transition a reconnu son numéro et a répondu avec un las « Non, madame. » Toujours rien. Elle a essayé les hôpitaux de 3 comtés, puis 5, puis des États entiers. Elle se surprenait à épeler son nom de plus en plus lentement. Comme si une prononciation soignée pouvait le faire apparaître comme par magie dans les registres. James, nom de famille non divulgué, un M85, cicatrice au-dessus du sourcil droit, pas de tatouage, pas violent. Chaque fois, elle entendait une pause polie, puis les mêmes mots, personne de ce nom. Elle a publié sa photo sur toutes les plateformes de médias sociaux dont elle se souvenait encore des mots de passe. Groupe Facebook pour personnes disparues, subreddit, application de quartier, même le bulletin communautaire de l'association des anciens de son université. La publication a reçu des likes, des émojis de sympathie, le commentaire occasionnel de « prière », mais aucune piste, pas une seule observation crédible, pas un seul message privé avec un indice. Juste un flot d'étrangers qui pensaient comprendre ce que signifiait « disparu », mais n'avaient jamais ressenti la cavité que cela creuse dans votre poitrine. La police a finalement attribué un numéro de dossier, mais n'a envoyé personne. Aucun signe d'acte criminel, a écrit le détective dans son email. Tous les biens volontairement transférés. Ce mot encore, volontairement. Ça lui faisait grincer des dents. Si James avait laissé une note de terre brûlée ou un message vocal hurlant ou vidé leur compte en banque, au moins elle aurait un méchant à combattre. Mais ça. C'était comme être effacé par le scalpel d'un chirurgien. Quand elle a engagé le détective privé, elle a ressenti une lueur de soulagement. L'homme était un ancien analyste de la fraude de l'IRS qui travaillait au noir dans le recouvrement d'actifs. S'il y a une piste, je la trouverai, a-t-il promis. Il a pris ses honoraires sans ciller, a griffonné quelques détails sur les derniers mouvements de James et lui a dit d'essayer de dormir un peu. 3 semaines plus tard, il l'a rencontré dans un dîner au bord de l'autoroute. Il a fait glisser un mince dossier sur la table. Voilà tout, dit-il. Et je dis bien tout. Le dossier était pratiquement vide. Une seule impression du DMV confirmant le transfert volontaire du véhicule. Une page de leur banque hypothécaire confirmant son nouveau statut de propriétaire unique. Quelques notes griffonnées de sa main désordonnée. Téléphone brûlé. Service public fermé. Impôts. Pas de déclaration. Pas de vérification d'emploi actuel. Elle le regarda, interloqué. C'est tout? Il se frotta les yeux. Madame,
je ne sais pas comment vous dire ça autrement que directement. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Il n'a pas seulement disparu. Il était préparé. Préparé. Elle serra le dossier si fort que le papier se froissa. Vous êtes censé être bon à ça. Il se pencha en arrière. Je le suis, mais je traque les gens qui fuient. Il n'a pas fui. Il s'est retiré. Et il l'a fait plus proprement que quiconque que j'ai jamais vu. Elle déglutit difficilement, la gorge sèche. Alors, il est vivant? Je ne peux pas le dire. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a aucune trace de lui dans aucun système auquel je peux accéder. Ni fiscal, ni de crédit, ni d'emploi, ni de santé. C'est comme courir après de la fumée. Son père, qui était venu pour un soutien moral, laissa échapper un léger sifflement. C'est quelque chose, marmonna-t-il. Peut-être qu'il est temps de commencer à se préparer pour la succession. S'il est parti et qu'il n'y a aucun signe. Elle tourna vivement la tête vers lui. Je ne veux pas d'argent, chérie. Je ne veux pas de certificat de décès. Je ne veux pas d'une maison qui ressemble à un mausolée. Je veux lui parler. Je veux qu'il me dise pourquoi. Le détective a fermé son dossier. Peut-être devriez-vous engager un thérapeute au lieu de moi, dit-il doucement. Ce type, il ne vous a pas seulement quitté. Il a tout quitté. Ce n'est pas une crise de la quarantaine. C'est quelque chose de plus profond. Elle baissa les yeux sur le dossier à nouveau. Non, murmura-t-elle. Ce n'est pas plus profond. C'est une vengeance. Son père s'agita, mal à l'aise. Une vengeance? Pourquoi? Vous avez eu une dispute. Elle ne répondit pas parce qu'elle ne savait pas. Tout ce qu'elle avait, c'était des fragments de la dernière nuit où ils avaient mangé ensemble. Le son de sa fourchette sur l'assiette, ses yeux comme du verre, son propre rire résonnant sur les carreaux de la cuisine. Avec le recul, cela sonnait comme les derniers mots d'un homme montant à bord d'un canot de sauvetage. Et la partie la plus effrayante n'était pas qu'il soit parti. C'était que peut-être, juste peut-être, il l'avait choisi. Car s'il l'avait choisi, alors le fantôme qu'elle poursuivait n'était pas perdu. Il se cachait. Et il avait une raison. Ça a commencé subtilement, comme un rhume qui s'installe. D'abord une irritation dans la gorge, puis une lourdeur derrière les yeux. Sauf qu'au lieu de symptômes, c'était le silence. Les messages auxquels on répondait en quelques minutes restaient maintenant non lus pendant des heures. Les invitations partaient et revenaient avec un « désolé, occupé ce week-end ». Elle se disait que c'était dans sa tête. Tout le monde était juste distrait, fatigué, occupé par ses propres problèmes. Mais ensuite, son amie Dana, qui avait un jour qualifié James de « l'homme le plus décent qu'elle ait jamais rencontré », a soudainement décliné son invitation à bruncher avec un plat « Je ne me sens pas à l'aise, Anna. Je suis désolé. » Aucune explication, juste le genre de jugement silencieux qui se plante dans les côtes comme une écharde. Une autre amie, Sophie, a simplement coupé les ponts, la bloquant sur Instagram, la supprimant de Facebook, disparue. Elle a essayé d'appeler, a laissé des messages vocaux. On peut parler? J'ai fait quelque chose? Pas de réponse. Et puis il y a eu les chuchotements. Pas fort, pas public, mais elle pouvait les entendre dans les pauses avant que ses collègues ne la saluent le matin. Elle pouvait le voir dans le changement de langage corporel lors des baby showers et des rassemblements de quartier. Les gens avaient pris parti, et ce n'était pas le sien. Quelque part dans leur esprit, James était passé de mari disparu à « pauvre homme qui a dû souffrir ». Peu importait qu'elle ne l'ait pas frappé, pas trompé, pas chassé de manière évidente et dramatique. Ce qui importait, c'était l'accumulation, les années de sarcasme, les piques en public, les coups bas en privé déguisés en blagues. La façon dont il avait toujours l'air usé, comme un homme s'excusant constamment pour quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Même sa propre famille a commencé à la regarder différemment. Sa mère lui a demandé un matin autour d'un café. « Tu es sûr qu'il n'a rien dit cette nuit-là » Pas un mot. « Non » a sèchement répondu Anna. Il a débarrassé la vaisselle, essuyé le comptoir, est allé se coucher. « Et toi, tu as dit quelque chose » Elle a hésité. On a eu un dîner normal. Sa sœur a haussé un sourcil. « Tu as dit qu'il boudait. » Ce n'est pas normal. Le mot « bouder » flottait dans l'air comme de la fumée. Sa sœur n'a pas insisté, mais son silence en disait assez.
Une semaine plus tard, son père lui a demandé si elle avait vraiment tout essayé. Comme si elle avait peut-être manqué quelque chose. Comme si le silence de James n'était pas seulement une évasion, mais une accusation. Cette nuit-là, Anna s'est assise par terre dans la buanderie, tremblante, non pas de chagrin, mais de confusion, du soupçon grandissant qu'elle était d'une manière ou d'une autre la méchante de l'histoire, et qu'elle n'avait tout simplement pas reçu le mémo. Le détective a rappelé. Sa voix était tendue. Toujours aucune trace numérique, dit-il. Pas de résultat au DMV, pas d'événement de crédit, pas de déclaration fiscale. À ce stade, Anna, il y a une chance qu'il ne soit pas en vie. Elle a ricané. Vous venez de me dire que c'était la disparition la plus propre que vous ayez jamais vue. Oui, dit-il lentement. Mais même les fantômes les plus propres finissent par trébucher. Ils dérapent. Ils refont surface. Sauf s'ils sont morts ou autre chose. Pause. Quelque chose de pire. Elle n'a pas demandé ce que cela signifiait. Mais 2 jours plus tard, en faisant défiler les textos de sa sœur, un étrange message a clignoté sur l'écran. Une photo, pas de James exactement, mais d'un article de magazine. Sa sœur l'avait envoyé sans commentaire. Un bulletin local couvrant un projet de réaménagement du centre-ville, ravivant une vieille partie de la ville. Le titre disait « La revitalisation urbaine prend son envol ». L'article était bref, plein de jargon architectural et d'optimisme économique, mais c'est la photo qui lui a coupé le souffle. Une photo de groupe, floue en arrière-plan. Au milieu d'une conversation, il y avait un homme avec un manteau sombre, des lunettes de soleil et une barbe grisonnante. Il était légèrement tourné, mais pas assez. Elle a zoomé, son cœur a raté un battement. La mâchoire, les épaules, cette petite inclinaison de la tête vers l'avant quand il écoutait. Elle a fixé l'image pendant des minutes. Le message de sa sœur a suivi. Tu sais, ce projet de développement du centre-ville? Le type derrière a l'air de ressembler beaucoup à James. Anna n'a pas répondu. Elle est restée assise là, sur le sol, les jambes engourdies, fixant la photo comme si elle pouvait changer si elle clignait des yeux assez longtemps. Si c'était James, il ne se cachait pas dans une cabane dans les bois. Il ne vivait pas en marge de la société dans une caravane. Il était derrière quelque chose de public, quelque chose de grand. Et la plus cruelle des ironies, il n'était pas mort. Il construisait, ce qui signifiait qu'il ne s'était pas perdu. Il n'avait pas sombré. Il avait un plan. Et peut-être, juste peut-être, il regardait. La vapeur s'élevait en épaisse vague de l'évier industriel, recouvrant ses bras d'une chaleur humide alors qu'il récurait la graisse incrustée d'assiettes ébréchées et de bols à soupe encroûtés. Son dos lui faisait mal. Ses doigts étaient à vif à cause du détergent. Mais James, qui se faisait maintenant appeler Michael, récurait comme une machine, méthodique, infatigable. Chaque assiette qui passait entre ses mains était un minuscule rituel de contrôle. Le dîner était le genre d'endroit qui ne fermait jamais et ne posait jamais de questions. Il se trouvait au bord d'une autoroute oubliée, dans une ville assez petite pour disparaître sur une carte, et pourtant assez grande pour attirer le genre de personnage qui n'aimait pas être vu. Il y était arrivé il y a près d'1 an, descendant d'un bus Greyhound avec rien d'autre qu'un sac à dos usé et une carte d'identité plastifiée qu'il avait achetée en liquide à un type qui sentait la cigarette et l'encre d'imprimante. Le nom dessus, Michael Weller. Date de naissance décalée de quelques années. État de délivrance où il n'avait jamais vécu. Peu importait. Le passé. Il est entré dans le dîner et a demandé un travail. Le gérant, Luther, un ancien boxeur au nez cassé et à l'amour surprenant pour les mots croisés, l'a toisé de haut en bas et a demandé « Tu fuis quelque chose ou tu cours vers quelque chose ?»« J'ai juste faim », avait dit James. Michael, maintenant. Luther a hoché la tête. C'est juste. Il le payait en liquide, au noir. Pas de fiche d'impôt, pas de questions, juste $12 de l'heure. Et les restes que la cuisine ne jetait pas. Et James Michael ne s'est jamais plaint. Quand d'autres plongeurs abandonnaient ou se faisaient prendre à vendre des pilules dans la ruelle, il y restait. Il arrivait tôt, partait tard, ne faisait jamais de vagues. Mais pendant ses pauses, il ne fumait pas et ne scrollait pas sur son téléphone comme les autres. Il s'asseyait dans la banquette du coin avec un bloc-notes, un exemplaire imprimé de The Economist ou d'un blog immobilier que quelqu'un avait laissé, et une tasse de café noir. Il lisait tranquillement, prenait des notes, surlignait les changements de zonage,
mémorisait les ordonnances locales. Il observait les habitudes des gens, comment les camionneurs laissaient des pourboires différents des représentants de commerce, comment les cuisiniers de nuit troquaient les heures supplémentaires comme des échanges en prison. Il étudiait l'écosystème. Luther l'a remarqué. « Tu as fait des études ou quelque chose comme ça ?» a-t-il demandé un jour, en essuyant une banquette à côté de lui. Michael a haussé les épaules. « Je lis. »« Tu lis comme quelqu'un qui prépare quelque chose. » Autre haussement d'épaules. « Peut-être. » En 3 mois, il ne faisait plus seulement la vaisselle. Il gérait les commandes, puis les stocks, puis négociait de meilleurs tarifs avec les fournisseurs. Luther a réalisé que Michael avait un talent étrange pour faire baisser les prix des gens sans élever la voix. « Tu as déjà dirigé une entreprise ?» a demandé Luther. « Une fois » a dit Michael, en remuant du sucre dans son café. « Ça ne s'est pas bien terminé. »« Tu as tout gâché ?»« Non, je n'y avais juste plus ma place. » Il n'a pas élaboré. Il ne le faisait jamais. Les clients allaient et venaient. L'un d'eux, un homme discret en manteau sur mesure et au bronzage permanent, venait tous les jeudis à 23h, s'asseyait au bar, mangeait un BLT avec un supplément de mayonnaise, buvait de l'eau gazeuse avec du citron vert, et lisait des dossiers juridiques. Michael l'observait aussi. Il a fallu des mois avant que l'homme ne s'adresse directement à lui. « Vous lisez toujours des publications financières ?» a-t-il demandé nonchalamment un soir, en tapotant le magazine sous le bras de Michael. Michael a hoché la tête. « Ça m'aide à dormir. » Étrange berceuse. Michael a eu un petit sourire. Vous seriez surpris de voir à quel point les rendements des obligations municipales peuvent être apaisants. L'homme a ri. Un rire discret, curieux. Quel est votre parcours? Je fais la vaisselle. Avant ça? Michael l'a regardé droit dans les yeux. Le « avant » n'existe pas pour moi. L'homme a hoché la tête, comme s'il respectait ça. 2 semaines plus tard, l'homme est arrivé plus tôt que d'habitude. Il s'est glissé dans une banquette en face de Michael. N'a rien commandé. Je dirige un groupe immobilier. Petit, ciblé. On achète des zones en difficulté avant qu'elles n'apparaissent sur le radar. On les rénove, on les loue. On les développe. Je vous observe. Michael a siroté son café. Flippant. L'homme a souri. Je suis sérieux. Vous avez l'œil. J'ai posé des questions. Luther dit que vous lui avez fait économiser $5000 sur les stocks ce trimestre. Un mois chanceux. Non, pas de la chance. Il s'est penché en avant. Je finance un nouveau projet. Vous voulez en être? Michael n'a pas scié. Quel genre de participation? En action. Quelle liberté? Suffisamment. Michael a fini son café, a posé la tasse lentement. J'ai quelque chose en tête. Il n'a pas souri, n'a pas hoché la tête, il s'est simplement levé tranquillement, et retourné à la cuisine et a fini de charger le lave-vaisselle. Plus tard dans la nuit, il a sorti son carnet et a tourné à une page vers le milieu, une qu'il n'avait pas touchée depuis le trajet en bus. Dessus, il y avait une carte grossière d'une ville où il n'avait pas mis les pieds depuis plus d'1 an. Des cercles rouges marquaient les zones qu'il savait faibles économiquement, structurellement, émotionnellement. Il a ajouté une nouvelle ligne en dessous, phase 1, initier le contact avec le capital. Car maintenant, il ne s'agissait plus de survie. Il s'agissait de construction. Non pas de bâtiment, mais d'un but. Il n'était plus James. Il était Michael. Et Michael avait du travail à faire. Elle n'avait pas l'intention de prendre le magazine. Il était simplement là, sur la table de la salle d'attente, à côté d'une pile de publications professionnelles cornées, de catalogues de golf et d'un magazine de style de vie local sur papier glacé dont la couverture annonçait « Rencontrer les titans du renouveau urbain ». Le titre ne signifiait rien. La seule raison pour laquelle elle l'a ouvert était pour se distraire du silence gênant en attendant que son dentiste termine avec le patient précédent. Mais ensuite, page 43. À mi-chemin d'un article sur les zones immobilières revitalisées du Mid-South. Et c'était là. Pas le nom. Le nom indiqué était Michael Weller, un partenaire silencieux dans un nouveau développement à usage mixte du centre-ville. Mais la photo. Mon Dieu, la photo. Elle était floue, certes. L'homme était légèrement tourné, au milieu d'une conversation, lunettes de soleil, barbe grisonnante,
mais elle aurait reconnu cette posture n'importe où. Cette inclinaison de la tête, l'angle de son épaule, la façon dont sa main gauche pendait nonchalamment tandis que la droite faisait un geste du bout du doigt. Sa vision s'est rétrécie, son pouls battait à tout rompre dans ses oreilles. Elle a fixé l'image jusqu'à ce que la réceptionniste du dentiste l'appelle 2 fois. Quand elle s'est enfin assise sur le fauteuil d'examen, l'hygiéniste lui a demandé si elle allait bien. Elle a juste hoché la tête, ses doigts s'enfonçant dans son téléphone. Elle n'est même pas rentrée chez elle avant d'appeler le détective privé. Il y a une photo, dit-elle, la voix tremblante. Page 43 du Métro Business Pulse. Une photo floue. Mais je sais que c'est lui. Pause. Puis le son d'un clavier. Clic et clic. Clic, Anna, dit-il prudemment. Cette photo a été prise à une exposition immobilière dans le Kentucky, à 2 États d'ici, il y a 6 semaines. Je me fiche qu'elle ait été prise sur la Lune, lança-t-elle. C'est lui. Je vais me renseigner, mais vous devez vous préparer à la possibilité que ce ne soit pas lui. Elle n'a pas attendu. Elle a réservé un vol cette nuit-là. Un vol de nuit, une valise en soute. 2 exemplaires du magazine, un plié à la page de la photo, l'autre intact. Elle n'a pas dormi. Pas un seul clignement d'yeux. Elle a fixé le dossier du siège d'avion devant elle et a imaginé la conversation encore et encore. Que dirait-elle? Crierait-elle, pleurerait-elle, supplierait-elle, ou le fixerait-elle simplement comme il l'avait fait toutes ces nuits où elle levait les yeux au ciel et lui disait qu'il était trop sensible pour son propre bien? Au moment où l'avion a atterri, ses nerfs étaient à vif, ses jambes raides, ses mains moites. Elle a loué une voiture à l'aéroport, rien d'extraordinaire, et a conduit jusqu'au centre de congrès indiqué dans la légende de la photo du magazine. L'exposition était toujours en cours. Dernier jour. Elle s'est garée de l'autre côté de la rue et est restée là pendant 20 minutes, le moteur tournant. Des gens entraient et sortaient des grandes portes vitrées. Des développeurs, des courtiers, des cadres en costume avec des cordons pressés autour du cou. Elle a scruté chaque homme, chaque barbe, chaque posture, mais aucun ne correspondait. Finalement, elle a coupé le moteur et est sortie. Le vent a soulevé son manteau alors qu'elle traversait la rue, et pendant une brève seconde, elle a aperçu son reflet dans la vitre. Fatiguée, désespérée, plus âgée qu'elle ne se souvenait. Elle a sorti le magazine de son sac et l'a serré comme une carte. À l'intérieur, l'exposition était un chaos. Des rangées de stands avec des bannières comme « Financement du quartier vert » et « Partisans de la réforme du zonage ». Elle serpentait à travers eux, le cœur battant, les yeux vifs. Un homme s'est détourné d'un stand, grand, des lunettes de soleil perchées sur sa tête, une barbe grisonnante, son estomac s'est retourné. Mais quand il l'a regardé, ce n'était pas James, même pas de loin. Elle s'est enfoncée plus profondément. Au fond du hall, une salle de conférence se vidait. Un groupe d'hommes est sorti. L'un d'eux marchait comme lui. Épaules larges, démarche prudente, long doigt agrippant un bloc-notes. Il s'est légèrement tourné, son souffle s'est coupé, mais ensuite il s'est tourné complètement et, encore une fois, ce n'était pas lui. Elle a trébuché jusqu'à un banc et s'est assise. Le magazine ouvert sur ses genoux, scannant la photo encore et encore. Peut-être qu'elle perdait la tête. Peut-être que le chagrin pouvait façonner des illusions aussi convaincantes. Elle a sorti son téléphone et a envoyé un texto au détective. Aucun signe pour l'instant. Son pouce a hésité sur l'écran. Puis un mouvement dans le reflet. Derrière le mur de verre d'un bureau latéral, une silhouette est passée. Rapide, déterminée, plus grande que les autres. Manteau impeccable, barbe taillée, lunettes de soleil à la main. Il ne l'a pas regardée, n'a même pas jeté un coup d'œil, mais chaque poil de son corps s'est hérissé. Ses jambes ont bougé avant son cerveau. Elle s'est précipitée vers la porte, trop tard. Le bureau était fermé à clé. Lumières éteintes. Le couloir au-delà était vide. Elle est restée là, figée, une main pressée contre la vitre. Son téléphone a vibré. Une réponse du détective. Même si c'est lui, et alors? Elle a fixé le message. Elle ne connaissait pas la réponse. Tout ce qu'elle savait, c'était ceci, il n'était pas mort. Il n'était pas brisé. Il n'était pas perdu. Il était ici. Et elle n'avait aucune idée de ce qu'il construisait. Le lendemain matin,
Elle s'est réveillée dans un hôtel de chaîne au bord de l'autoroute avec à peine 3 heures de sommeil agité et un gouffre de la taille d'un cratère dans la poitrine. Ses mains tremblaient en sirotant le café brûlé du hall. Ses yeux étaient rivés sur le nom de l'entreprise qu'elle avait encerclée dans le magazine une douzaine de fois la nuit précédente. Wheeler Urban Property. Elle a cherché l'adresse. Centre-ville. Le bâtiment était en verre et en acier épuré, à peine quelques années. Une façade d'entreprise qui sentait le capital et la climatisation. Un endroit qui ne regarderait pas à deux fois une femme avec le manteau de la veille et des cernes sous les yeux. Elle y est quand même allée. Elle ne s'est pas maquillée, ne s'est pas brossé les cheveux. Elle voulait qu'il la voie telle qu'elle était, sans fard, à vif. La réceptionniste était derrière un bureau minimaliste, jeune, avec un carré au rasoir et des yeux ennuyés qui parcouraient une feuille de calcul. « Bonjour », a dit Anna, en gardant sa voix stable. « Je suis ici pour voir James. » La réceptionniste n'a même pas levé les yeux. « Avez-vous un rendez-vous ? » ? « Non, mais il voudra me voir. » Elle a levé les yeux. « Nom complet ? » ? « James », a dit Anna. « James nom de famille. » Pause. Doigt sur le clavier. « Je suis désolé. Nous n'avons personne de ce nom qui travaille ici. » Sa gorge s'est serrée. « Pourriez-vous vérifier à nouveau ? Il utilise peut-être le nom de Michael. Michael Wheeler. » Autre pause. « Monsieur Wheeler n'est pas disponible pour les visites imprévues. Et encore une fois, nous n'avons personne sous cet autre nom. Je dois le voir. Montrez-lui juste ça. » Elle a fouillé dans son sac et a sorti le magazine froissé, en pointant la photo. C'est lui. La réceptionniste a jeté un coup d'œil, puis est devenue très immobile. Sa mâchoire s'est crispée. Elle a appuyé sur un bouton de son bureau. Je vais devoir vous demander d'attendre ici un moment. 2 minutes plus tard, la sécurité est arrivée. Pas hostile, pas agressive, mais délibérée. Un homme grand en blazer, une oreillette à l'oreille, a dit calmement, « Madame, je vais devoir vous escorter à l'extérieur. » Attendez, non, s'il vous plaît, dites-lui juste que Anna est là. Dites juste mon nom. Sa voix s'est brisée. Les gens dans le hall ont commencé à jeter des regards. Je suis désolé, a dit la réceptionniste d'un ton sec. Vous devez quitter le bâtiment maintenant. Ils se sont placés de chaque côté d'elle, sans la toucher, juste en la guidant. Alors qu'elle était escortée à travers le hall, un dernier plaidoyer désespéré a jailli de sa poitrine. Elle s'est arrêtée et s'est tournée brusquement vers le couloir de droite, où une série de bureaux en verre teinté donnait sur l'atrium, et elle l'a vu. Il marchait calmement derrière la vitre, costume impeccable, barbe taillée, un dossier en cuir à la main, en pleine conversation avec un autre homme. Il n'avait pas l'air pressé. Il n'avait pas l'air agité. Il ne l'a pas regardé, mais elle savait. Chaque atome de son corps le savait. Ses genoux ont presque flanché. Il est passé comme si elle était invisible. Pas un tic de reconnaissance, pas un tressaillement, juste un désintérêt parfait et poli, comme si elle était une étrangère demandant la charité. Le garde de sécurité a doucement touché son coude. « Par ici, madame. » Dehors. Le froid l'a frappée comme une gifle. Elle est restée sur le trottoir, les mains tremblantes. Le magazine pressé contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage. Le monde bourdonnait autour d'elle. Taxi klaxonnant, téléphone sonnant, talons claquant sur le béton, mais elle était insensible à tout cela. Elle s'est retournée et a regardé la façade de verre du bâtiment. Quelque part derrière ses fenêtres se trouvait l'homme qu'elle avait épousé. L'homme qui tressaillait autrefois au son de sa voix forte, qui restait silencieux quand elle était trop blessante. L'homme qui lui avait un jour apporté de la soupe quand elle avait la grippe et qui l'avait écouté se plaindre de ses clients pendant des heures sans se plaindre. Cet homme n'existait plus. Elle n'était pas mise à la porte. Elle était niée. Il l'avait vue. Il savait qu'elle était venue. Et il avait choisi de la laisser se faire escorter comme une nuisance, comme un démarcheur sans badge. Elle n'était plus une personne pour lui. Elle était une conséquence. Et il n'avait aucune intention de rouvrir la porte. L'enveloppe était épaisse, de couleur crème, et scellée avec un subtil emblème en relief qu'elle ne reconnaissait pas. Pas d'adresse de retour, juste son nom, Anna Reed. Son nom de jeune fille. Elle l'a retourné 2 fois avant de l'ouvrir. À l'intérieur, une invitation formelle, police élégante, papier cartonné épais,
le genre de choses qui sent l'argent et les vieilles pièces où le pouvoir est hérité, pas gagné. Le cercle des fondateurs a le plaisir de vous convier à un dîner privé en l'honneur du développement de la phase 2. Une seule personne invitée, non transférable. La date était dans 3 semaines. Le lieu, un club privé connu uniquement de réputation. Un domaine sur une colline entourée de grilles en fer et d'hommes avec des oreillettes. Pas de RSVP. Pas de coordonnées, juste l'invitation et un mot écrit à la main à l'encre bleue en bas. Présence confirmée. Elle l'a relu 10 fois, puissant. Son premier instinct fut la paranoïa, un piège, une mauvaise blague, mais l'écriture. Elle la connaissait, soignée, délibérée, comme celle de quelqu'un qui croyait encore que les lettres avaient de l'importance. Elle n'avait eu de nouvelles de personne depuis le jour où la sécurité l'avait escortée hors de Wheeler Urban. Ses messages au détective sont restés sans réponse. Elle a supposé qu'il avait été soit payé, soit averti de se tenir à l'écart. Mais ça, c'était autre chose. Elle a réservé le vol cette nuit-là. Dans les jours précédant le dîner, elle a essayé de rester calme. A cherché sur Google tous les articles qu'elle pouvait trouver sur l'événement, le domaine, l'entreprise, l'équipe fondatrice. Michael Wheeler n'apparaissait qu'une seule fois, dans un communiqué de presse archivé, comme un actionnaire silencieux avec une formation stratégique. Pas de photos, pas de citation, juste un nom fantôme flottant sous la surface. Elle a pensé à lui envoyer un texto, à le supplier pour une rencontre avant le dîner. Mais elle ne l'a pas fait. Quoi que ce fût, il y avait des règles, et elle ne voulait pas briser la seule porte qui s'était entr'ouverte depuis des mois. Le soir du dîner, elle est arrivée en avance. Le domaine se dressait au sommet d'une colline surplombant la ligne d'horizon comme une cathédrale. Un voiturier a pris ses clés. Pas de presse-papier, pas de vérification de nom, juste un hochement de tête. Puis elle a été guidée à l'intérieur, par de hautes portes en chêne, dans une salle de réception baignée de lumière ambrée. Le plafond était vertigineux. Du jazz murmurait doucement à travers des haut-parleurs cachés. Des serveurs en noir portaient des plateaux d'argent avec des flûtes de champagne et des amuse-bouches aux noms qu'elle ne pouvait pas prononcer. Au fond de la pièce, les gens se mêlaient, costumes de pouvoir, montres chères, sourires étudiés, des titans de l'industrie, ou du moins leurs agents. Et puis elle l'a vu. Debout sous un lustre, seul, plus grand, sa posture plus droite, les épaules plus larges, les cheveux soigneusement coiffés, la barbe impeccable, mais familier. Son costume n'était pas tapa accent grave-l'œil, mais il lui allait comme s'il avait été taillé sur mesure pour lui. Il ne prétendait pas appartenir à cet endroit. Il possédait l'espace. Il ne lui a pas jeté un regard. Pas une seule fois. Elle a fait un pas vers lui, mais un serveur l'a intercepté gentiment, lui offrant une boisson et une carte pliée. Son marque-place. Il n'y avait pas de nom, juste un mot gravé en argent. Invité. Elle l'a fixé pendant un long moment. Pas de table à signer, pas de catégorie, pas d'identité. Invité. Elle a dérivé à travers la réception comme si elle n'existait pas tout à fait. Les gens hochaient la tête poliment, mais n'engageaient pas la conversation. Quelques-uns ont reconnu son nom de famille des anciens galas de la fondation, mais aucun d'entre eux n'a demandé pourquoi elle était là ou pour qui elle était là. Elle a gardé les yeux sur lui. Il se déplaçait maintenant, conversant avec un groupe près des portes de la terrasse, riant, même un petit sourire privé. Pas le demi-sourire brisé dont elle se souvenait de leur ancienne vie. Celui-ci avait du mordant, une confiance tranquille, une maîtrise. Elle a observé la façon dont les gens réagissaient à lui, l'espace qu'ils lui accordaient, la révérence. L'homme qui s'asseyait tranquillement dans leur cuisine pendant qu'elle se moquait de lui était parti. Cet homme avait de l'autorité maintenant. Et pourtant, il n'était pas parti. Il l'avait invité à le voir. À se tenir dans cette pièce et à réaliser ce qu'il était devenu, et ce qu'elle avait perdu. L'attente se nouait dans ses entrailles. Pas de peur, pas encore, mais quelque chose de plus vif. Elle a caressé les bords du marque-place, sentant les crêtes en relief comme une blessure sous la surface. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Elle n'était pas sûre de ce qui l'effrayait le plus, ce qu'il pourrait dire, ou ce qu'il ne dirait pas. Elle a attendu que le dernier verre de vin de dessert soit versé et que les remarques de clôture soient faites. La salle a applaudi poliment. Le jazz a légèrement enflé. Et les invités ont commencé à se disperser. Certains vers le voiturier. D'autres vers le salon privé pour un brandy et des cigares.
Il ne s'est pas pressé. Il ne le faisait jamais. Elle l'a vu se détacher de la foule. Calme et assuré. Plier une serviette à côté de son assiette à dessert intacte et hocher la tête à l'hôte de l'événement avant de se tourner vers la sortie. Pas de sécurité, pas d'entourage, juste des pas calmes sur le sol en marbre comme un homme marchant à travers sa propre mémoire. C'est à ce moment-là qu'elle a bougé. Elle s'est placée entre lui et la porte. Et pour la première fois depuis ce qui semblait être 1000 ans, ils se sont retrouvés face à face. Il s'est arrêté, pas surpris, pas tendu, juste observateur. Ses yeux se sont posés sur elle comme si elle était un élément architectural qu'il n'avait pas prévu, mais qui ne le dérangeait pas. Pas de surprise, pas d'agacement, juste de la neutralité. James, a-t-elle soufflé. Sa tête s'est légèrement inclinée. Personne ne m'a appelé comme ça depuis longtemps. Tu n'as même pas scié, dit-elle. On m'a escorté hors de ton bureau comme une étrangère. C'est vrai? Sa gorge s'est serrée. Pourquoi as-tu disparu? Je te croyais mort. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Il l'a juste étudié. Pas comme un homme se remémorant un vieil amour, mais comme quelqu'un évaluant si une photo avait jamais capturé la vérité. Quand tu as ri, a-t-il dit finalement, la voix calme. Cette nuit-là dans la cuisine, ce n'était pas la première fois, mais c'était la goutte d'eau. Tu n'étais même pas assez saoul pour prétendre que tu ne le pensais pas. Tu as juste ri comme si j'étais un enfant. Comme si mon silence était mesquin. Une phase. Sa mâchoire s'est crispée. Je ne savais pas que ça te faisait mal. Il a hoché la tête lentement. C'était ça le problème. Sa voix s'est brisée. Alors tu t'es effacé? Il n'a pas répondu tout de suite. Puis, non. Un léger sourire a effleuré son visage. Je me suis réécrit. Elle a cligné des yeux, et ça l'a frappé comme un coup de poing. Ce n'était pas un homme qui avait fui. Il n'était pas brisé, ne pensait pas ses blessures ni n'errait dans le regret. Il ne cherchait pas de conclusion, ni d'excuses, ni même de justice. Il était libre. Et pire encore, il aimait la version de lui qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer. Il a regardé par-dessus son épaule la pièce derrière elle, puis est revenu à elle. Tu te souviens de ce que tu as dit cette nuit-là avant de partir? Je ne sais pas, tu m'as appelé invisible. Sa poitrine s'est légèrement affaissée. Je ne le pensais pas, si. Et tu n'avais pas tort. J'étais invisible dans cette vie, dans ton monde. Je travaillais, je payais les factures, je subissais tes blagues, et je dépérissais en silence. Et chaque fois que j'essayais de parler, tu en faisais une chute comique. Elle a cligné des yeux avec force, la bouche ouverte, cherchant quelque chose pour s'ancrer. Je ne t'ai pas frappé, a-t-elle murmuré. Je ne t'ai pas trompé. Je n'ai pas crié ni t'ai insulté. Non, a-t-il dit, sa voix toujours douce. Tu ne m'as simplement jamais vu. Des larmes ont coulé de ses yeux, sans y être invité. Je te vois maintenant. Il a fait un petit signe de tête. Et maintenant, tu comprends. Comprendre quoi? Il a de nouveau regardé au-delà d'elle, vers les portes vitrées qui menaient au cercle des voituriers. Que les fantômes ne sont pas piégés. Ils sont libérés. Sa lèvre a tremblé. C'est une vengeance? Non. La vengeance est bruyante. Ça, c'est la paix. Elle a secoué la tête. Alors c'est tout? Tu t'en vas comme ça? Il est passé à côté d'elle doucement, sans la bousculer, sans l'effleurer, juste un pas de côté net. Puis il s'est arrêté, s'est tourné juste assez pour dire « Je ne suis pas parti pour te punir. Je suis parti pour me sauver. » Ses genoux se sont dérobés. Sa voix n'était presque qu'un murmure. Est-ce que je te manque? Il a souri sans chaleur. Il me manque, mais il n'existe plus. Et puis il a franchi les portes et a disparu dans l'air chaud de la nuit. Pas de colère, pas de triomphe, pas d'amertume. Juste un homme entrant pleinement dans la vie qu'elle n'aurait jamais cru qu'il pourrait construire sans elle. Elle est restée là, seule, clignant des yeux sous la lumière du lustre, l'invitation toujours à la main comme une question à laquelle personne ne pouvait répondre. Il n'était pas venu la hanter. Il était venu lui rappeler qu'elle n'avait jamais été le personnage principal. Et le fantôme n'avait pas besoin de sa permission pour disparaître. Elle a poussé les lourdes portes de verre, ses talons claquant follement contre le marbre, comme si l'urgence seule pouvait remonter le temps.
Le portier l'a à peine regardée. Elle n'était plus une invitée ici, juste une silhouette se défaisant sous les projecteurs et le clair de lune. L'air extérieur la frappait, vif et froid, tranchant sa robe fine alors qu'elle scrutait le cercle sombre des voituriers. Là, il marchait déjà sur le chemin incurvé menant au parking privé. Pas de limousine, pas de fanfare, juste lui se déplaçant comme un homme qui ne fuit pas les choses, mais qui s'en éloigne une fois qu'elles ont rempli leur fonction. Elle a crié une fois, 2 fois. James. Aucune réaction. Elle l'a rattrapé, ses talons glissant légèrement sur le chemin de pierre. Michael. James. S'il te plaît. Juste une conversation. Juste une. Il s'est arrêté lentement, comme s'il pesait la gravité de sa voix. Elle a repris son souffle, le cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait lui briser les côtes. On ne peut pas parler, a-t-elle demandé. Juste une fois. Juste nous deux. Il s'est retourné. Et il était là. Ce visage. Celui dont elle se moquait autrefois parce qu'il était trop doux. Celui qui tressaillait à son sarcasme. Celui qui, une fois, juste une fois, avait pleuré sur le siège passager en rentrant de l'enterrement de son père quand elle lui avait dit de se ressaisir avant la réception. Mais maintenant, c'était de la pierre. Ses yeux n'étaient pas froids. Ils étaient au-delà du froid. Ils étaient finis. Tu l'as déjà fait, a-t-il dit, la voix basse mais claire. Chaque blague, chaque haussement d'épaule, chaque fois que tu levais les yeux au ciel quand j'essayais d'expliquer à quel point j'étais fatigué, ou pourquoi cette blague devant tes amis m'avait un peu blessé. Elle a cligné des yeux, des larmes coulant, chaudes et inutiles, sur son visage. Je ne t'ai jamais trompé, a-t-elle murmuré, comme si c'était sa dernière défense. Je ne t'ai jamais fait de mal. Sa bouche a tressailli, à peine. Tu m'as fait du mal chaque fois que tu m'as transformé en accessoire. Ton mari sensible. Ton soupir ambulant. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Je ne savais pas, non, a-t-il convenu. Tu ne te souciais pas de le savoir. Elle a de nouveau ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. J'étais ton fantôme, a-t-il dit, les mots s'enroulant autour de sa gorge comme un nœud coulant. Maintenant, je suis ta leçon. Il s'est retourné et a marché. Pas vite, pas en colère, juste d'un pas régulier et inébranlable sur le chemin et hors de vue. Le voiturier ne l'a pas arrêté. Le monde ne s'est pas arrêté. Les étoiles n'ont pas vacillé. Il n'a pas regardé en arrière. Et ça, plus que le silence, plus que la disparition, plus que la vie reconstruite et le rejet froid, c'est ce qui l'a finalement détruite. Pas les mots, mais l'absence d'hésitation. Car elle a réalisé à ce moment-là qu'elle n'avait pas été quittée. Elle avait été retirée. Et de ça, il n'y avait pas de retour possible.